Bonjour et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. Des grands Bouddhas de Gandhara au relief de Bharhut, en passant par la statuaire indonésienne et les peintures tibétaines, les représentations de Bouddha sont innombrables à travers l'Asie. Elles témoignent d'une volonté plus que millénaire de représenter celui qui atteint l'éveil et révéla la voie. Très diversifiées, bien qu'elles suivent des codes précis, ces représentations ont beaucoup évolué depuis leur apparition au début de notre ère, absorbant les traditions culturelles des différentes régions où elles se sont déployées. Quand et comment a commencé l'art bouddhique? Le Bouddha a-t-il toujours été représenté sous la forme d'un homme en position de lotus? Quels sont les épisodes de sa vie qui ont été le plus souvent sculptés ou peints? C'est ce que nous allons découvrir avec notre invitée, Véronique Crombé. Bonjour. Bonjour Sandrine. Alors, vous êtes conférencière des musées nationaux, spécialiste des arts asiatiques. Vous avez écrit et collaboré à de nombreux ouvrages sur l'art bouddhique. Et puis j'ajoute que vous pratiquez le bouddhisme dans la tradition Theravada. Merci de répondre à nos questions aujourd'hui. Alors, on va tout d'abord s'intéresser à l'apparition de l'art bouddhique. Quand s'est posée la question de représenter le Bouddha? Sans doute plusieurs décennies après la disparition du Bouddha, puisque pour qu'il y ait image, il a fallu qu'il y ait édifice dans lequel installer l'image ou sur lequel sculpter l'image. Donc, à l'époque du Bouddha, on va dire que le problème ne s'est pas posé, puisque le Bouddha était là, lui-même. Les communautés avaient une vie qui était une vie itinérante. Il n'y avait pas de monastère, il n'y avait pas de lieu de résidence fixe. Donc, quand, après la mort du Bouddha, les communautés ont commencé à se sédentariser, qu'il y a eu des monastères construits en dur, des parties dans ces monastères dans lesquels des laïcs allaient venir, quand on a eu aussi les stupas qui se sont développés, soit isolés, soit en lien avec les monastères, là, il y a eu besoin d'un décor, décor qui n'était pas que décoratif, qui avait un but pédagogique et cultuel également. Donc, à ce moment-là, la question a dû se poser de savoir, est-il logique, est-il légitime? Le Bouddha, de par le Mahaparinirvana, n'est plus du monde phénoménal. Donc, est-ce qu'on a le droit de lui donner encore une forme, que ce soit en pierre, que ce soit en peinture, quel que soit le matériau, dans le monde phénoménal? Et donc, a priori, vu ce que l'on sait, ce que l'on voit du premier art bouddhique, les plus rigoureux pour qui la réponse était non, c'est pas légitime, l'ont emporté pendant un certain temps. Donc on a un premier art bouddhique qui est qualifié de aniconique parce qu'on ne représente pas le Bouddha sous forme anthropomorphe. Alors on parle en termes de quel siècle quand on dit première représentation du Bouddha? Alors, les premières représentations anthropomorphes du Bouddha, c'est au début de l'ère chrétienne. Mais auparavant, aniconique? Auparavant, on a un art aniconique. Donc, le Bouddha lui-même n'est pas représenté, mais on a des astuces pour contourner la difficulté. Donc, soit on a l'astuce de l'espace vide, soit on a l'astuce du symbole. Les deux ne s'excluent pas d'ailleurs. On peut avoir, si on prend un exemple, un épisode du Grand Départ. Art aniconique, on va avoir le cheval, la selle du cheval qui est vide, cohorte de divinités autour, l'écuyer du futur Bouddha, les 4 génies protecteurs des 4 portes de la ville dans laquelle il a grandi qui portent le cheval, un dieu derrière qui porte un parasol, emblème de royauté et de sainteté, au-dessus de la selle. La selle est vide, mais on a tous les éléments qui permettent de comprendre que, ok, il est là, le futur Bouddha, et c'est le grand départ. Il y a d'autres exemples comme ça d'art aniconique Alors, le symbole sans doute le plus parlant, c'est la roue. Et pour le premier sermon, la roue encadrée par 2 gazelles, ce qui est quelque chose qui restait en parallèle à la représentation du Bouddha. De même, l'empreinte de pied, les empreintes de pied sont restées en parallèle. Vous avez des pays qui n'ont pas connu l'art aniconique en soi, les pays d'Asie du Sud-Est, où vous avez aujourd'hui des multitudes de représentations anthropomorphes du Bouddha, et vous avez des empreintes de pied également.
Alors quand on parle donc ensuite des représentations anthropomorphes du Bouddha, c'est donc au début de l'ère chrétienne. Dans le monde indien globalement, au début de l'ère chrétienne, il y a des transformations de la religiosité, des attentes, des courants dévotionnels qui ont besoin d'un support à la dévotion. Et c'est sans doute pas un hasard si on voit à peu près au même moment arriver les représentations anthropomorphes des dieux dans l'hindouisme et les représentations anthropomorphes du Bouddha. Alors, rapidement, en fait, sur quel support ces représentations ont-elles lieu? Alors, sur les premiers stupas, du moins ce qui nous en reste, les tout premiers stupas qui, a priori, d'après la tradition, ont été construits sur les cendres du Bouddha lui-même, très peu de temps après sa mort, il n'en reste rien de ces, ou quasiment rien, de ces stupas. Donc, les plus anciens stupas qui ont subsisté, sous forme de relief. On peut évidemment présumer qu'il y avait des peintures, mais peintures de ces époques-là, il en reste franchement pas grand-chose. Donc ces reliefs pour tout ce qui est du domaine du narratif. Et puis on a des images isolées également, qui elles ont un aspect plus cultuel, même si, mais c'est quand même pas complètement du narratif. Vous pouvez avoir, mettons, autour d'un édifice, des niches avec des représentations du Bouddha, des gestuelles différentes qui peuvent correspondre à tel ou tel épisode de la vie, mais c'est quand même pas complètement du narratif. Alors, on comprend bien que le narratif, comme vous dites, ça a une vertu pédagogique, alors que l'art isolé, la statue même de Bouddha, c'est plutôt voué au culte. Alors, les deux sont parallèles, mais c'est sûr qu'effectivement, les reliefs narratifs, puis on peut imaginer que là où il y avait monastère, les parties où les fidèles laïcs se rendaient, ou se rendent toujours aujourd'hui, vous avez forcément quelqu'un, un laïc qui connaît mieux, un moine qui est là pour expliquer si les gens ne comprennent pas quelque chose, ou pour s'appuyer sur les représentations. Alors justement, ces représentations narratives, qu'est-ce qu'elles ont dit en premier? C'est-à-dire quels épisodes de la vie de Bouddha a-t-on voulu représenter le plus souvent? Il y a deux aspects. Si on prend le terme de vie dans le sens large du terme, oui. Il y a les Jataka, qui sont les récits des vies antérieures du Bouddha. Mais certains Jataka, puisque le Bouddha a connu des existences animales, étaient évidemment rêvés pour l'art aniconique, puisque là, la question de la représentation anthropomorphe du Bouddha ne se posait pas. Le Jataka du roi des singes, aucun problème, singe vertueux qui se sacrifie pour sauver son peuple menacé par le roi de Bénarès, qui va jusqu'à la mort pour ça. Très bien. Donc, on a les Jataka. Rapidement, un deuxième point sur les Jataka. Vous avez une série de 10 grands Jataka qui illustrent chacun, il y a des existences animales comme des existences humaines dans cette série, qui illustrent chacun une des qualités, une des perfections que le bouddhisme doit développer. Ce qui est intéressant, c'est de voir la mise en avant de celle qui est la perfection par excellence, qui est la générosité. Si vous allez aujourd'hui, et ça depuis très longtemps, et c'est comme ça depuis très longtemps, dans un édifice qu'on appelle l'Ubosot, dans un monastère thaïlandais ou cambodgien, vous avez comme décor ces 10 grandes Jataka. Le premier mur est occupé par les 9 premiers, 1 ou 2 épisodes emblématiques de chaque Jataka représenté. Le deuxième mur occupé en totalité par le 10e, qui est le Vesantara Jataka, qui illustre la générosité. Alors, on n'aura pas le temps de s'arrêter à toutes les grandes représentations, évidemment. Donc, il y a la naissance aussi qui est souvent représentée, les épreuves précédant le mariage. Enfin, pour la vie, la dernière existence en tant que Bouddha historique, Shakyamuni, effectivement, il y a des focus, en quelque sorte. Donc, on a le cycle de la naissance, qui implique la conception, la naissance elle-même. Ce sont des épisodes qui étaient parfaitement adaptables aussi bien à l'art aniconique que iconique. La jeunesse est quand même relativement laissée de côté avec 2 éléments qui surnagent, qui sont l'épisode de la première méditation et les épreuves autour du mariage du futur Bouddha, où là, il y a une adaptation au contexte culturel des pays qui ont été atteints par le bouddhisme, puisque dans les épreuves, il y a des épreuves physiques, il y a une épreuve de tir à l'arc qui est mise très en avant dans le monde indien, qui est quelque chose qui dépasse largement le bouddhisme, alors que dans le monde chinois, où
la catégorie sociale des lettrés, l'intellectuel, c'est très important. On met assez facilement en avant les épreuves plus intellectuelles. Alors, il y a aussi le grand départ. Alors, il y a le grand départ, effectivement, dont on a touché un mot déjà tout à l'heure et qui est aussi parfaitement adaptable, art aniconique, art iconique. Et puis le premier sermon. L'éveil en soi est difficile à représenter, mais les assauts de Marat qui précèdent, c'est le préambule. Et comme l'éveil, c'est une expérience qui est intérieure, c'est pas évident à représenter, donc le préambule permet. Et puis en plus, c'est spectaculaire. Il y a les démons de Marat, il y a les filles de Marat qui tentent le Bouddha. Donc, et effectivement, après l'éveil, le premier sermon, qui est, pour certaines sources de l'art bouddhique, en particulier un texte du grand véhicule qui est le Lalita Vistara, est l'événement fondamental parce que c'est ce qui lance en fait le bouddhisme, qui lance l'expansion du bouddhisme. Et puis, en dernier épisode, si on peut dire, du Bouddha historique, c'est le Bouddha allongé que l'on retrouve. Alors, le Mahaparinirvana, généralement, le Bouddha allongé, c'est ça qui est représenté, même s'il y a des traditions locales qui disent oui, quand il y a telle caractéristique, ça peut être le Bouddha au repos. On considère habituellement que c'est effectivement l'évocation du Mahaparinirvana. Alors, et quels sont très rapidement les aspects qui sont les moins représentés de la vie du Bouddha? L'enfance, en dehors de la première méditation et de ce qui concerne les alentours du mariage, dans la période de la quête spirituelle du futur Bouddha, c'est un peu une question de contexte culturel. La période où il se livre à l'ascèse pendant plusieurs années, jeune, donc avec le corps qui est émacié, côtes saillantes, etc. Ça dépend des pays. En Inde, peu, parce que vraisemblablement, l'idée de représenter un corps sain sous cet aspect paraissait impensable. En revanche, quand on est du côté du Gandhara, nord-ouest de l'Inde, il y a l'influence lointaine grecque, on a moins cette prévention. Et là, on a, comme une très célèbre pièce qui est au musée de Lahore, des Bouddhas ascètes tout à fait spectaculaires. Pour conclure, Véronique Crombé, est-ce qu'on peut parler d'aujourd'hui très rapidement, un petit peu sur la façon que peut-être certains artistes représentent le Bouddha? Il y a deux cas de figure. D'une part, vous avez les constructions nouvelles dans des pays bouddhistes. Là, on est généralement à 150% dans la tradition. Et puis, vous avez à l'autre extrême, si je puis dire, des artistes contemporains qui vont soit s'inspirer, s'approprier des épisodes de la vie du Bouddha, ou qui vont faire quelque chose, eux-mêmes étant bouddhistes, mais qui a une signification beaucoup plus large. Et je pense à une œuvre de Takahiro Kondo qui a été acquise par le musée Guimet l'année dernière, qui s'appelle Réduction, et qui représente un personnage qui est basé en fait sur un moulage du corps de l'artiste lui-même, en méditation, l'abdomen creusé, donc dans un exercice de rétention du souffle. Mais c'est beaucoup plus large que l'évocation qu'on peut y voir du Bouddha pratiquant les ascèses, parce que l'artiste a fait ça en réponse aux conséquences catastrophiques du tsunami de 2011 et de la menace de destruction nucléaire que ça impliquait. Donc ça va bien au-delà. C'est une réactualisation finalement. C'est une réactualisation, c'est pas vraiment une volonté de représenter tel épisode de la vie du Bouddha, mais j'imagine, je n'ai pas pu lui en parler évidemment, j'imagine que dans son esprit, l'artiste a amalgamé tout un ensemble de choses. Merci beaucoup Véronique Crombé, ce sera le mot de la fin. Merci. Pour compléter cette émission, voici quelques suggestions de lecture. Tout d'abord, L'Art bouddhique de Gilles Béguin, CNRS Éditions. Cet ouvrage monumental fait la synthèse des expressions artistiques bouddhiques réparties sur tout le continent asiatique. Bouddha, la légende dorée chez Liénard Éditions. Et puis Le sourire de Bouddha, et c'est sur la perfection de Sapiens d'Antoine Marcel, édition Les Deux Océans. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la revoir durant un mois sur France TV. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine. Merci.